je crois que nous sommes du coup en direct à 1 minute de la présentation. Bonjour tout le monde, déjà pour les gens qui nous ont déjà rejoints. Et bonjour. Bonjour. Oh, quelle réactivité. Bienvenue. Ça va, on nous entend, j'ai l'impression. Bon, au moins tout le monde nous entend bien apparemment. On a déjà pas mal de quelques noms connus. On espère déjà que vous allez toutes et tous bien. La question qu'on doit poser à peu près tous les jours aux gens avec qui on parle en ces temps. Là, j'entends encore une petite notif. Je sais pas si c'est moi. Ah, c'est moi, voilà. Comme ça, ce sera OK. Tac. Donc, 58 personnes actuellement. On va attendre 2-3 minutes avant de commencer pour de bon. Ce qu'on peut faire déjà pour les gens qui sont là, c'est vous exposer un petit peu le déroulement de la présentation. Donc on va vous parler donc comme son nom l'indique de stratégie de contenu, de data et de SEO. Pour vos questions, on vous invite véritablement à les poser dans l'onglet questions qui est dédié, tout simplement parce que pour nous, c'est plus facile de suivre durant la présentation ensuite si on doit répondre à des choses en direct ou si on répond à la fin. Et vous avez en même temps un système de vote sur les questions qui nous permet, nous, de les traiter et de les prioriser aussi. Puisque plus une question a de votes, plus on se dit qu'elle est importante et qu'elle intéresse pas mal de monde. Sébastien, je veux bien copier la barbe. Ben, mon inspiration, c'est Lemmy Kilmister du groupe de Motorhead. Donc voilà pour l'inspiration. Mais c'est facile à faire. Il faut juste laisser pousser, faire un trou au milieu. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ah, salut. Bon, et on a déjà, Alors, je regarde déjà une question, ce qui me permet de voir. Tac. Est-ce que le live sera dispo en replay? Absolument. Oula. Hop. Absolument. Et vous le recevrez. je crois même que quand tu mettras stop et qu'on coupera, les personnes qui seront encore loguées pourront accéder au replay déjà. Oui. Ce que je suis en train de dire. Tac. Donc oui, pour le replay, ne vous en faites pas, il est envoyé automatiquement par mail à la suite de la présentation. Et ensuite, nous, il sera disponible quoi qu'il arrive sur notre chaîne YouTube. Je peux déjà éventuellement vous envoyer le lien. Pour ceux que ça intéresse, il y a déjà un premier webinaire qui est en replay qui, lui, est consacré au SEO local et donc aux stratégies SEO pour faire du mieux apparaître sur des requêtes locales sur les commerces et pour augmenter tout ce qui est drive to store et ce genre de choses. Et je peux vous mettre le lien directement dans le chat. Tac. Comme ça, pour celles et ceux que ça intéresse, vous pourrez le retrouver facilement. Hop. Et donc c'est sur cette chaîne que sera disponible également le replay du webinar. Je pense qu'on va... Mais de rien, Marie. Je pense qu'on va pouvoir commencer pour éviter de prendre trop de retard. Et de rien, Sébastien. Et puis comme ça, on va passer une petite heure et demie ensemble pour vous parler contenu, SEO et data. Donc, déjà pour commencer, la meilleure chose à faire, c'est comme vous l'aurez remarqué, je ne suis point seul ce matin. Si ça veut bien passer, voilà. Je suis accompagné tout d'abord d'Audrey.
Bonjour tout le monde. Sean Water, voilà, qui est SEO Manager Senior chez Clustar. Et également en guest Emma, que je vais laisser se présenter d'elle-même. Bonjour à tous. Oui, donc je suis Emma Moulin, je suis Content Strategist Lead chez You Love Words. Et You Love Words, pour présenter You Love Words en quelques mots, donc on est une solution de content marketing et on accompagne les marques et les entreprises à concevoir leur stratégie de contenu et à piloter également leur production de contenu au service de leurs objectifs stratégiques. Voilà. Voilà, donc un véritable expert de la production de contenu, ça nous semblait essentiel dans ce webinaire pour avoir une approche aussi pratique que théorique. Et donc moi-même, par déduction, vous aurez bien douté que je suis Julien, donc consultant SEO chez Clustar. Et donc chez Clustar, donc on est une agence SEO spécialisée en data SEO, c'est-à-dire que toutes nos recommandations vont être appuyées avec des algorithmes pour calculer soit de la pertinence, ou faire ce qu'on appelle nous du rétro-engineering. On y reviendra dans la présentation, mais l'idée c'est d'essayer de voir quels sont les facteurs, quels sont les KPI déterminants à atteindre pour se positionner dans le top 3 de Google. Les présentations étant faites, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos caméras tout simplement pour éviter de surcharger le flux de la connexion et vous assurer une présentation fluide. Hop. Tac. Très bien. Donc, le sommaire, c'est la première partie va être surtout dédiée à la partie, on va dire, un peu théorique. On va vous faire une brève introduction sur le contenu et le SEO, les stratégies de contenu, par quoi commencer. En fait, ce sont les prérequis, tout simplement. Nous, comment on prévoit la méthodologie sémantique et ce qui en découle et qui, pour nous, est le porte-étendard de n'importe quelle stratégie de contenu, c'est l'étude sémantique. Comment on peut utiliser un traitement algorithmique et faire de la data visualisation pour rendre ça tout simplement plus facilement partageable et aussi visualisable pour prioriser des chantiers. Et la pertinence aux yeux de Google qui est traitée dans cette partie-là. Et du coup, dans une autre partie du webinaire, ce sera Emma qui prendra un peu plus la parole pour vous parler des formats qui fonctionnent actuellement véritablement en SEO et comment on envisage ce type de choses. Donc l'introduction, elle va être assez simple. Il y a quelque chose que j'aime bien rappeler de mon côté. C'est ce qu'on voit régulièrement, c'est que au-delà du moteur de recherche, Google tend à devenir un véritable moteur de réponse. Pourquoi je parle de moteur de réponse? Parce que l'idée, c'est d'apporter une réponse rapide et pertinente à l'internaute du premier coup. Et toutes les évolutions des SERP, donc les SERP, c'est les pages de résultats Google, ont évolué en ce sens de ce côté-là. On le voit, il y a eu tout ce qui est AnswerBox, les packs locaux, le knowledge graph, donc tout ce genre de choses où quand vous allez taper une requête dans Google, vous n'allez même pas avoir besoin de cliquer sur un site, vous allez avoir une réponse affichée directement. Qui est-ce qui touche à la présentation? Est-ce qu'on peut... Là, voilà. Donc en fait, dans ces conditions-là, le contenu n'a jamais été aussi important. On l'a toujours dit, le content is king en SEO, mais actuellement, l'idée c'est de véritablement réussir à fournir un contenu qui soit pertinent et comment le rendre pertinent. Donc c'est d'abord savoir quel contenu créer, sur quelles informations on peut se baser, la méthodologie à employer et le format proposé. Et passons à la suite. Donc la stratégie de contenu, c'est par quoi commencer au tout départ. Ce sont les prérequis, puisque l'idée c'est que là, on part du principe qu'on va dérouler toute la partie d'approche théorique et pratique, mais il y a quand même quelques prérequis avant de se lancer dans une stratégie de contenu. C'est tout simplement les bonnes questions à se poser. La première, c'est à quoi sert votre site internet? Je sais que la question paraît bête, mais en fait, que vous ayez un site vitrine ou un site e-commerce ou un site qui a un réseau de boutiques en ligne, vous n'allez pas du tout produire le même contenu. Évidemment, si vous voulez vous positionner typiquement sur des requêtes où ce sont des produits qui remonte et où derrière, en fait, il y a de l'achat. Si vous avez un site internet qui est juste vitrine, ça me semble compliqué d'aller dessus.
La deuxième chose à se poser, c'est à qui est-ce qu'on s'adresse? Ça, tout simplement, ça, ce sont vos cibles. Et pour ça, les cibles, on a pour habitude de parler de personas, notamment en marketing. Et typiquement, je sais que Emma, vous chez You Love World, c'est quelque chose que vous faites sur l'accompagnement chez vos clients, c'est de véritablement les aider à définir les personas et d'avoir peut-être quelques premières petites astuces à ce niveau-là. Complètement, Julien. Effectivement, la création des personas, c'est vraiment le point de départ à toute stratégie de contenu. Ça va vraiment vous aider à répondre en fait aux questions très concrètes que se posent vos cibles, votre audience, et du coup de produire un contenu qui va vraiment intéresser votre lectorat. Effectivement, quelques petits tips pour créer vos personnages. Donc, le personnage, je vous le rappelle, c'est un peu le portrait robot de votre cible. Et donc, vous allez devoir collecter pas mal de données pour répondre à des questions démographiques, de motivation, les pain points de vos personnages, etc. Et pour récolter ces données, trois conseils. D'abord, interroger les commerciaux en interne, interroger les personnes qui sont en contact direct avec vos clients en interne chez vous. C'est déjà une première étape. Ensuite, vous pouvez aller voir du côté de vos outils plutôt digitaux comme Google Analytics, qui recueille quand même pas mal d'informations démographiques, de sexe, d'âge sur vos cibles. Et puis enfin, passer à la méthode interview, sélectionner un petit panel de clients, vos clients fidèles, pour leur poser les questions sur qui ils sont et ce qu'ils font. Super clair, Emma, merci beaucoup. En fait, c'est toujours la même chose. Créer du contenu, c'est bien, mais savoir à qui on l'envoie, c'est mieux. Donc, vaut mieux commencer par là avant de créer du contenu à tout va, surtout si c'est pour le destiner à des gens, mais vous ne savez pas trop qui finalement. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre derrière cette stratégie de contenu? Est-ce que vous voulez juste gagner en visibilité et en trafic, mais qu'importe qu'il soit qualifié? Est-ce qu'au contraire, vous voulez augmenter votre part de trafic qualifié? Est-ce que l'idée, c'est d'augmenter vos ventes provenant du SEO? Puisqu'en fonction de ces objectifs-là, vous n'allez pas produire le même type de contenu et viser également les mêmes requêtes. Et en fait, pour répondre à ces différents objectifs, il y a un porte-étendard, un cheval de bataille qui pour nous est incontournable et qui est l'étude sémantique. Et pour ça, je vais passer la parole à Audrey qui va se charger de vous présenter cet outil-là ainsi que la méthodologie. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Alors du coup, on va passer à l'étude sémantique. Alors comment ça marche? D'abord, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une méthode qui permet de vérifier en fait la visibilité, parce qu'on a un univers en général associé à nos concurrents, et pour celle-là, on veut guider nos choix et être sûr de notre stratégie pour qu'elle soit cohérente et efficace. Donc on va isoler tout un tas de thématiques, des clusters qui composent notre univers. On va s'aider pour cela aussi de la concurrence, alors contre qui on se bat, qui est le plus visible aujourd'hui, pour bien fixer ses objectifs et comme on le disait tout à l'heure, finalement bien se reconcentrer sur l'intention, faire une analyse micro pour bien comprendre ce que veut l'internaute et y répondre et enfin, du coup déterminer cette liste de mots-clés qui correspond à tout ça, et qu'on va pondérer en fonction, des volumes de recherche. Donc, voyons la méthodologie plus en détail, la méthodologie sémantique. Donc, en fait, les grandes étapes d'un audit sémantique, en général, l'étape 1, c'est on identifie tous les mots-clés. On peut se baser sur la concurrence. En étape 2, on va catégoriser et classer toutes les requêtes dont on dispose alors. Ça nous permet en fait, d'identifier des premiers axes d'optimisation. On verra tout à l'heure avec la partie de Emma à quoi ça peut nous servir plus concrètement. En étape 3, on a l'analyse et la visibilité de notre marque, en fait, comment on peut restituer toutes ces données récupérées. En étape 4, enfin, on va prioriser tous les chantiers qu'on a et on va bien sûr lancer les monitorings. Donc, toutes ces étapes-là, enfin, notamment à cette partie-là, nous permet d'après avoir un planning éditorial, d'y voir plus clair sur l'arborescence du site. Éventuellement, s'il y a des choses à corriger ou à mettre en œuvre, on pourra passer au backlog technique et faire le suivi, le monitoring avec les dashboards. Donc, comment ça marche? Pour la première étape, on veut rassembler un maximum de mots-clés et comme l'indique l'intitulé du webinaire, au niveau de la data, comment on peut faire? Donc en fait, la visibilité, c'est la première des choses qu'on peut commencer à vérifier. Donc l'état des lieux, Attends, en fait.
Audrey, apparemment, il y a des soucis. Plus personne ne t'entendait, mais ça a Ouais, l'air d'être bon je crois que après ça avoir, dépend des gens. Ouais. après avoir rafraîchi. Ouais. Non, c'est bon. Ouais, je sais pas. Du coup, apparemment, si vous avez des problèmes de son, il semblerait que rafraîchir la page soit une bonne solution. Voilà. Désolé Audrey de t'avoir coupé. Je Ah, te il n'y a laisse pas de reprendre. souci. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ah, c'est bon? Ok. Donc, je continue. Du coup, je vous disais, pour construire la liste de mots-clés, en fait, comme on fait, on peut commencer par se poser des questions intéressantes autour de la visibilité. À quoi répondent les contenus existants qu'on a déjà sur le site, si on a un site hein, qui est live, bien sûr. Et pour les éléments de contenu qu'on n'a pas, sur où concentrer ses efforts. Donc ça, c'est pour la première partie, l'état des lieux. Et on va aussi regarder d'un point de vue marketing toutes les informations qu'on a au niveau de la marque. Donc, quelle est la proposition de valeur unique, euh, les besoins des clients, si on les connaît déjà, les rassembler pour s'en inspirer pour cette liste de mots-clés. Et bien entendu, demander ou rassembler tous les éléments qui concernent les catalogues de produits et services, dont on peut souvent avoir déjà une partie sur le site quand on a un e-commerce. Couplé à tout ça, en fait, ce qui est très intéressant de faire au niveau data, c'est d'aller regarder tout ce qu'on a déjà à disposition. Donc, la plupart du temps, on a des web analytics, et souvent c'est Google Analytics ou alors Google Search Console. Donc, on va aller requêter tout ce qu'on peut récupérer, extraire les données de ces éléments-là. On peut aussi avoir SEMrush et plein d'autres outils SEO en fait. Donc on va regarder ce qu'on disait tout à l'heure, du coup la concurrence, on va regarder un peu la composition de pages de résultats de recherche, on va regarder tout ce qui est saisonnalité. Est-ce que c'est intéressant au niveau saisonnalité? Quelles sont mes meilleures pages? Essayer de mieux comprendre en fait qui sont, on parlait de personas tout à l'heure, donc qui sont les visiteurs, et les positions déjà acquises et les requêtes qui sont les plus génératrices de trafic. En croisant tout cela, on a nos objectifs de mots-clés, ou tout du moins on a un pool de mots-clés qu'on va pouvoir qualifier. Ensuite, la deuxième étape, c'est catégoriser nos mots-clés. Donc en fait, l'idée, c'est que là, on a quand même posé au kilomètre tout un tas de mots-clés qu'on a pu rassembler à droite à gauche. Et maintenant, on va le réduire. Donc on va réduire le corpus en prenant en compte les volumes de recherche. Alors, il n'y a pas de valeur absolue qui est bien. Il faut faire attention en fait à l'ensemble du corpus pour déterminer quels sont ceux qui sont intéressants à garder. Ensuite, on regroupe les mots-clés en différentes thématiques pour créer des clusters. Et on qualifie les requêtes. Alors, est-ce qu'il s'agit de requêtes plutôt transactionnelles, informationnelles, navigationnelles? Et après, on fait matcher en face les URL et celles éventuellement des concurrents en face des requêtes. Alors, comment ça se passe pour les deux autres étapes qui suivent? Du coup, on va pouvoir vérifier avec tout ça quels sont les mots-clés et à quelle position on est déjà présent, ainsi que et envers qui on va devoir déployer des efforts. Au niveau de la visibilité, du coup, on va aussi pouvoir avoir cette visibilité-là, pardon. Et ensuite, on va isoler, en fait, pour pas se disperser, en fait, on va isoler tous les mots-clés qui nous intéressent pas dans l'immédiat. Alors, la plupart du temps, on peut toujours imaginer que ce pool de mots-clés qu'on va isoler pourra nous resservir par la suite. Du coup, on a généralement un ou deux gros éléments de notre univers sur lesquels on va se concentrer. Ensuite, pour tout ce qui est la dernière étape de cette partie-là, c'est les prioriser. On va dégager les chantiers découlant de notre analyse. Donc, grâce à ça, on va pouvoir la création de contenu, on va pouvoir optimiser nos contenus et bien entendu favoriser et travailler davantage son maillage interne. Du coup, pardon Audrey, si tu peux revenir sur la slide précédente, je pense qu'il y a deux points importants. Déjà, dans les questions, il y a une question qui a été posée et je pense qu'elle peut intéresser pas mal de monde. C'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu connais un outil qui pourrait aider les gens sur l'étape de catégorisation? Est-ce il y a quelque chose qui fait ça? Il y a un outil, j'ai envie de dire, le premier auquel je pense, c'est celui en bêta que Mehdi Collin a partagé sur Twitter et qui fait ça très bien pour les plus geeks d'entre nous.
J'ai rien en tête là. Oui, en fait, pour l'étape de catégorisation, malheureusement, c'est en général l'étape la plus embêtante dans le tri de mots-clés, puisqu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à la main. Après, on a Sébastien qui propose BigML que je ne connaissais pas personnellement, donc à voir de ce côté-là. Après, on reviendra nous peut-être sur la méthode Cluster. On a déjà quelque chose qui Ouais, nous aide tout de à ce fait. côté-ci. Et le deuxième point que je voulais aborder, parce qu'en en voyant cette slide, notamment sur la partie isolation et priorisation, ce sont deux points véritablement qui vont venir impacter la production de contenu derrière. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'approche d'Emma en tant qu'experte sur la production à ce niveau-là. Oui, effectivement, quand on construit un calendrier éditorial, ou en tout cas quand on travaille sur la production de contenu et qu'on travaille sur voilà, la priorisation dans la production de contenu, on s'appuie effectivement sur ces notions-là de priorisation sémantique également, de ce que nous donne l'audit sémantique en termes de priorité stratégique SEO. Donc on va prendre ça en compte quand on va construire un calendrier éditorial en production de contenu et on croise ça avec les priorités business en fait de nos clients. Donc c'est deux choses à regarder, à la fois la priorisation SEO, sémantique stratégique d'un point de vue SEO, et puis vos priorités business pour construire votre calendrier éditorial et prioriser la production de contenu. Ça permet aussi donc de ne pas s'éparpiller pour être efficace, de gagner du temps et de gagner aussi de l'énergie dans la production de contenu. Très bien, merci Emma, c'est très clair, je pense. Évidemment que ça va impacter donc votre production et l'idée en fait notamment de la priorisation et de l'isolation, c'est d'éviter voilà de perdre en énergie en allant sur plein d'univers à la fois et finalement plutôt que de faire un univers très bien traité, vous allez en traiter plein mais pas forcément super bien à chaque fois, donc vous aurez pas toujours de très bons résultats. Je te repasse la main Audrey. Ok, merci. Du coup, tout à l'heure, le tool dont je parlais pour Mehdi, ça n'a rien à voir, hein, c'était pour catégoriser des URL. Voilà, juste pour la précision. Donc, je reprends le fil. Donc, la méthode Cluster. Donc, on va parler tout d'abord du predict ranking. C'est quelque chose qu'on a mis en place chez Cluster et que vous allez voir plutôt pas mal pour nous guider. Donc, comment on procède? En fait, on va utiliser la data. Donc, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le predict ranking. Mais en fait, jusqu'à présent, on savait que le fonctionnement des moteurs, c'est beaucoup d'expérience, de tests, de voir comment ça fonctionne, d'aller regarder les logs pour voir comment se comporte Google avec notre site, ou ce genre de choses. Et en fait, les moteurs, c'est quand même devenu de plus en plus complexe au fil du temps, et les recommandations sont très différentes les uns des autres. On entend toujours ça dépend, ou ce genre de choses. Du coup, là, ce qui nous permet d'y voir plus clair, c'est de faire une analyse qu'on appelle le predict ranking pour trouver en fait et identifier les critères qui sont vraiment décisifs pour un site. Est-ce que c'est plutôt le contenu? Est-ce que c'est plutôt le linking? Est-ce que c'est plutôt la technique ou des choses de la performance? Donc là, on parle de web perf. Du coup, les objectifs du predict ranking, c'est analyser vraiment l'importance de chacun de ces critères de positionnement. Ensuite, déterminer quels sont les objectifs qu'on veut se mettre pour pouvoir atteindre voilà, les KPI qu'on s'est fixés, et déterminer ces chantiers qu'on veut mettre en place en priorité. Donc du coup, par exemple, d'habitude, le triptyque SEO, c'est popularité, donc avoir beaucoup de liens. Ensuite, il faut qu'on ait un site techniquement sain, fiable, et que nos contenus soient surtout quali et le plus nombreux possible de qualité. Donc, en équivalence, les critères qu'on peut avoir en face, c'est pour la popularité, on va aller voir, par exemple, est-ce que le top critère, c'est bien le trust flow, le citation flow, etc. Pour la technique, on peut aller vérifier les temps de chargement. Je ne rentre pas dans les détails ici. Et pour les contenus, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On pourra aller voir est-ce que c'est plutôt le nombre de mots qui jouent dans l'univers que je suis en train d'étudier là pour mon étude sémantique. Est-ce que c'est plutôt la répétition de mots-clés? Est-ce que c'est le taux de sémantisation ou est-ce que c'est la certitude thématique? Ne vous inquiétez pas, on va définir tout ça. Alors du coup, pour mieux comprendre des KPI dont on vient de se parler, et encore c'était que un exemple hein, de panel de critères de positionnement, on va commencer par le taux de sémantisation.
Donc bon, le taux de sémantisation, c'est quoi? Donc, simplement, c'est en gros une version un peu plus évoluée du pourcentage de mots-clés dans un texte. Donc si vous regardez en bas de votre écran, vous avez à gauche la fréquence de mots-clés dans un texte, donc mot-clé qui apparaît en rouge 3 fois dans le schéma, et le taux de sémantisation, sur la droite, du coup, c'est ce mot-clé, la variation de ce mot-clé et une autre variation de ce mot-clé. Donc en fait, ce que je veux déterminer, c'est combien, enfin le pourcentage de mots comme ça, thématiques, donc de variation du mot-clé que j'ai, que je divise sur le nombre de mots-clés total, où j'enlève les stop words, bien entendu. Donc chez nous, c'est développé, enfin c'est calculé, pardon, via un script Python, développé en interne. Voilà, donc du coup, on a un taux de sémantisation et à côté, on peut aussi avoir un autre calcul que l'on appelle la certitude thématique. Donc comment c'est calculé cette certitude? En fait, ça va être le pourcentage de mots-clés de la liste qu'on aura déterminée qui sont présents sur la page. Donc la liste déterminée, c'est comment qu'on la détermine? On va extraire tous les mots-clés qui sont utilisés dans la thématique et on va supprimer les stop words comme tout à l'heure et après on va faire ce qu'on appelle le stemming sur les mots restants. Alors c'est pour garder la racine en fait du mot. Vous avez l'exemple à droite euh, pour euh, pour l'exemple qui vous est donné, vous avez par exemple compare qui s'arrête à R, voilà, c'est la racine de compare. Pour consommation, c'est consomme, etc. Voilà, c'est ça le stemming. Et après, on fait un tri à la main pour vérifier la liste des mots si elle est bien cohérente. Et on aura du coup la possibilité d'avoir le pourcentage de ces mots-clés-là sur le total de la page. Ça, c'est la certitude thématique. Ensuite, il y a d'autres KPI qu'on peut prendre en compte dans le predict ranking. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait popularité, technique et contenu. Donc là, on parle de web perf, donc on peut regarder le time to first byte, le temps que le serveur met pour répondre à une requête. On peut aussi regarder combien de temps on a pour afficher en fait le premier élément visuel sur la page, le contenu HTML ici, ou le speed index pour se comparer aux autres sites de notre univers, les concurrents. On peut aussi, pour le troisième point de cette slide, on peut voir tout ce qui est performance score qui nous est donné par les outils de Google, etc. Donc tous ces KPI-là, on peut les classer les uns par rapport aux autres par ordre d'importance pour l'univers qu'on est en train d'étudier avec le predict ranking et dire celui-ci est plus important que l'autre et vérifier à quel niveau on se situe par rapport à nos concurrents. Donc comment ça fonctionne? La première étape du predict ranking, c'est extraire les données. Donc, par exemple, si on a un pool de 300 mots-clés, on va récupérer toutes les URL qui sont positionnées sur la page 1, la page 2, la page 3 de Google, et ensuite on va récupérer les données de crawl associées. Donc nous, on utilise Cluster Insight, qui est donc un outil interne qui va nous permettre de faire ces récupérations-là d'URL. Et on va récupérer également les données de contenu via le scrapper maison. Toujours pareil. Ensuite, on va récupérer des données de performance. Donc, on peut y plugger du PageSpeed Insight ou SiteSpeed, voilà, selon les préférences. Mais du coup, on aura aussi la visibilité sur la performance de nos pages. Ensuite, on peut également introduire des données netlinking. Donc là, par exemple, avec du Majestic. Donc là, on a, pour ces 300 keywords-là, on a extrait les données. Ensuite, il faut traiter ces données. Donc en fait, ça consiste en quoi? On va avoir un dataset qui est à nettoyer, on va dire, on va le traiter. Donc pour cela, vous avez le schéma en bas à droite, c'est du dataiku. Donc du coup, vous avez toutes les entrées à gauche et puis tous les points qu'il y a entre jusqu'à la partie de droite. Ce sont les différents traitements qu'on peut faire pour nettoyer ce dataset avec les critères qui nous semblent pertinents pour ne récupérer à la fin que un dataset complet, prêt à l'emploi et nettoyé comme il faut. Donc une fois qu'on a ce pool de mots-clés nettoyés, etc., pardon, ce pool de critères nettoyés, etc., on va pouvoir y appliquer dessus un algorithme qui est de type ici random forest. Donc en fait, c'est un arbre de décision qui va nous permettre de dire ce critère, il est important ou pas important. Donc voilà comment on fonctionne pour la méthode Clustar au niveau du machine learning. Donc c'est un algorithme, le random forest, qui est plutôt pas mal quand on doit choisir parmi un nombre de critères de positionnement qui est important, pardon.
Donc enfin, on va pouvoir passer à l'interprétation des résultats. Donc en fait, ça va nous donner quoi, tout ce qu'on a fait jusque-là? Une liste de critères que vous avez dans le graphique en bas à droite, on va dire, qui nous permet de dire, pour notre cas, pour le pool de mots-clés qu'on a étudié, les 300 de départ, on peut dire que c'est le citation flow qui est le plus important parmi tous les critères, qu'ensuite, ça sera le temps de réponse, etc., etc. Donc ça va, c'est quelque chose, le predict ranking, du coup, qui va changer en fonction de l'univers et pour le mot-clé qu'on étudie. Donc maintenant, on va parler un peu de la pertinence algorithmique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. On va juste regarder ensemble qu'est-ce que c'est, comment ça marche, histoire de garder en tête comment fonctionne le moteur finalement pour notre stratégie de contenu. Donc en fait, c'est quoi la pertinence? Donc, qu'est-ce que l'analyse de la pertinence pour un moteur de recherche? Donc en fait, à la base, c'est une notion qui est algorithmique, basée sur une fonction mathématique. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est basé sur notamment le travail des frères Perronnet, que vous pouvez retrouver sur YouTube ou ce genre de choses dans leurs interventions conférences. Et du coup, on y retrouve la notion de l'analyse de la pertinence. Donc, l'idée, c'est quoi? Premièrement, je vais prendre un texte pour lequel je me demande s'il est pertinent. Donc, moi, le moteur, je prends ce texte ou une expression, d'accord, et je veux savoir le comparer à la requête pour savoir s'il est pertinent. Donc, comment je fais? Je prends le texte que j'analyse, je le mets, on va dire, dans un tableau. Dans ce tableau, chacune des cases a un poids pour ceux qui connaissent déjà, que l'on peut pondérer par le TF-IDF. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce que c'est, mais en gros, chacune de ces cases a un poids. Et du coup, je découpe mon expression dans ce tableau. D'accord? Donc, j'ai posé une expression égale un tableau, et après, je vais pouvoir comparer en fait ma requête avec ce tableau-là et déterminer si les deux requêtes sont proches. Comment ça marche en fait? En fait, on va représenter non pas un texte sous forme textuelle, mais sous forme de vecteurs. Et du coup, les deux vecteurs mathématiques vont être comparés pour voir s'ils sont proches ou non. Au plus ils sont proches, au plus l'angle est petit en fait en termes de mathématiques, et plus le texte est pertinent. Donc voilà comment fonctionne le moteur. Il va prendre le texte, il va prendre la requête, et il va calculer la proximité sémantique. Une fois qu'on a ça, on a un premier élément de pertinence. Maintenant, qu'est-ce qui manque pour savoir si c'est vraiment pertinent? C'est comment on peut mimer l'humain. Donc comment Google fait pour mimer l'humain? Du coup, il fait le truc le plus connu qu'on sache à ce sujet-là, c'est qu'il fait revoir tous ses résultats de recherche par des quality raters. Ceux-ci donnent des indications sur est-ce que pour cette requête, j'ai bien fourni les réponses que s'attendent à trouver les êtres humains. Si oui, c'est bien. Sinon, il faut que je fasse une modification de mon algorithme. Et c'est ce qu'on fait avec de l'apprentissage automatique. Donc, on va dire, pour toutes ces requêtes-là, quelle est la requête la plus proche pour laquelle je vais avoir des résultats de recherche qui seront corrects pour l'être humain. Donc, par exemple, si je cherche en réalité la vraie requête, c'est comment résilier une assurance vie, mais que je la formule autrement et pas suffisamment précisément, le moteur sera capable de me proposer la SERP, le résultat de recherche, comment résilier une assurance vie, même si j'ai tapé quelque chose qui est un peu plus une paraphrase ou un peu moins précis que cette requête-là. Ensuite, bon, l'erreur, j'allais dire l'erreur est humaine, mais là on parle de moteur de recherche. On est capable, des moteurs sont capables de faire une rétropropagation, c'est-à-dire que si jamais ils constatent que ça fonctionne pas, qu'il y a des erreurs là-dedans, ils sont capables de revenir en arrière et d'intégrer la correction pour ne plus refaire l'erreur par la suite. Voilà, donc ce que vous connaissez sans doute déjà au niveau Google pour traiter les requêtes, c'est l'algorithme RankBrain qui va prendre une requête et l'étendre de façon à pouvoir faire mieux correspondre la page de résultats de recherche à la requête qui a été tapée par l'utilisateur. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a 15% des requêtes qui sont, on va dire, nouvelles tous les jours, mais aussi 15% de requêtes qui, alors là, je me suis trompée, mais c'est 30 000 milliards de requêtes en fait qui envoient des résultats qui sont pas appréciés par les humains, et du coup via le système des quality raters. Donc pour ces 15% de requêtes, Google va aller chercher une requête qui ressemble à celle tapée
par les internautes et proposer la bonne page. Ensuite, ce qui est important de retenir, outre la pertinence, parce que maintenant on a compris qu'est-ce que c'était que l'analyse de la pertinence pour les moteurs. Je vous rappelle, c'est donc comparer un texte et une requête. Une fois qu'on a tout ça, on a des résultats de recherche qui sont censés être à peu près pertinents. Mais est-ce qu'ils sont pour autant tous vraiment pertinents? Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même pas mal de spam sur le web, donc Google se penche plus après sur ce qui est qualité des pages. C'est là qu'interviennent nos critères dont on a parlé tout à l'heure et qu'on peut être amené à regarder par rapport à la concurrence. C'est quel est le taux de sémantisation de mon texte, quelle est la certitude sémantique, combien j'ai de mots par rapport aux concurrents. Du coup, comment Google fait ce traitement de la qualité des pages? Du coup, il y a les quality raters dont on a parlé tout à l'heure. Avec une analyse des critères, on perçoit certains critères comme étant du spam. OK, on les repère, on les note, et après on les renseigne, on les configure dans un algorithme qui va permettre de faire du coup de l'apprentissage automatique de ce que c'est le spam. Et tous ces critères sont pris en entrée d'un arbre de décision, et à la fin de l'arbre de décision, on peut dire est-ce que cette page est du spam ou pas. Donc, est-ce que j'ai plus ou moins de signaux de haute ou basse qualité pour une page? Il faut savoir qu'on n'a que 20% du web qui est utile si on rassemble tous les éléments. Donc ça, c'est des chiffres qui sont fournis notamment par, ce que je vous disais tout à l'heure, par les frères Perronnet. Alors, du coup, on se retrouve avec notre tableau, notre graphique qui nous permet de déterminer, ici on regarde pour le sujet du jour, la sémantique, quels sont les critères pour un pool de mots-clés donnés qui vont être les plus importants. Donc sur ce graphe-là, par exemple, on se dit bien qu'on a le taux de sémantisation, qui est un des éléments les plus importants pour lesquels je vais devoir faire attention pour mon contenu. Le nombre de mots hors stop words, la certitude thématique et la fréquence des mots. Donc ça, c'est des éléments qui, d'un point de vue rédaction, d'un point de vue content, vont intervenir dans ma façon de me positionner le mieux possible par rapport à mes concurrents. Alors, Du coup, vas-y, Julien. ce que je vous propose, c'est juste pour reprendre un tout petit peu la parole, c'est les résultats du Predict Ranking. Donc là, vous l'avez vu avec le résultat final. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble avant d'arriver à ce graphe-là. Donc on reçoit en fait un graphe de cette manière-là pour chaque KPI qui va déterminer en fonction des pages positionnées, quel est le KPI le plus important. Donc ça, c'est un vrai Predict Ranking qu'on a réalisé pour un de nos clients, hein, qui a été réalisé par un de nos collègues en la personne de Jean-Baptiste. Donc là, l'idée, c'est juste de vous montrer sur un taux de sémantisation. En bas, vous avez le positionnement dans les pages, et sur l'axe des ordonnées, ensuite, vous allez avoir tout ce qui est le pourcentage à attendre. Donc vous voyez bien sur la première colonne, c'est le top 3 de Google. Donc là, typiquement, si on veut, sur la thématique en question donnée, on se rend compte que quoi qu'il arrive, il y a un gros taux de sémantisation à atteindre, et ce qui nous permet en fait à la fin, nous, de faire la moyenne. Donc là, c'est le graphe que vous avez vu précédemment, mais une fois qu'on identifie tous les critères, on voit bien qu'en fait, dans le top 5 des critères les plus importants, on a 3 critères qui sont liés à la sémantique. Donc là, on va bien aller dans le sens que le contenu est véritablement important et va être déterminant en fait pour bien se positionner. Sur la suite en fait de ces études du Predict Ranking, on vous a parlé un peu d'études sémantiques tout à l'heure, donc on vous a montré un peu, on vous a expliqué un peu comment réaliser votre corpus de mots-clés. Après, ce qui est bien, c'est de pouvoir visualiser ce corpus, et notamment de faire apparaître ce qu'on appelle des clusters sémantiques, donc qui sont en fait des thématiques. Donc pour ça, en fait, vous avez une manière de le faire, c'est Gephi, tout simplement, qui vous permet de faire de la visualisation de données. Donc ça vous donne des graphes comme ça. Nous ensuite, en fait, ces graphes, on les tire directement de notre outil Cluster Insight, donc qui nous fait l'étude sémantique. Et après, on a un projet qui est directement exploitable pour Gephi et avoir de la visualisation en ce sens-là. Donc vu comme ça, on se dit ok, c'est beau et ça pourrait être un super tableau abstrait que j'accrocherai dans mon salon. Mais si on rentre un peu dans le détail et qu'on fait une analyse un peu plus micro,
vous avez en fait ici tous les univers. Ici, c'est donc lié à de l'équipement sur de l'énergie, qui nous permet en fait d'isoler sur la thématique des équipements liés à l'énergie tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Donc là, on a du radiateur électrique, de la VMC, de la clim, de la pompe à chaleur, les aides de l'État, etc. Et à l'intérieur de chaque cluster, on va avoir les requêtes avec leur volume pour identifier les requêtes les plus importantes, donc radiateur électrique programmable, radiateur électrique chaleur douce, etc., etc. Tout ça, en fait, ça nous permet d'avoir ensuite une visibilité de la concurrence directement dans notre application. Donc, on va pouvoir lister ce qu'on appelle le pourcentage de visibilité. En fait, c'est le nombre de mots-clés qu'un site donné va couvrir sur un univers. Et ensuite, ça va nous dire si le nombre de mots-clés, la part est en top 3 et entre la position 4 à 10 ou est en page 2, donc de 11 à 20, ce qui nous permet en fait de situer où est le client actuellement par rapport à ses concurrents et surtout est-ce que c'est possible d'aller se battre à ce niveau-là. Ça, nous, ça le fait automatiquement, mais vous pouvez le faire de votre côté. Après, on va dire un peu plus à la main à partir de vos études de concurrence. Typiquement, dans SEMrush, vous pouvez lister plein de concurrents, récupérer les données et après réaliser vous-même vos graphes. Nous, c'est juste qu'on l'automatise et ça va plus vite et c'est chouette. L'idée, derrière, c'est de vous montrer par exemple sur un cas concret lié à l'assurance, comment ça peut s'exploiter. Donc là, le graphe est différent, mais c'est toujours la même chose, hein. On analyse le marché, les requêtes des internautes. Donc sur cette étude-là, il y a eu plus de 2400 requêtes Google qui ont été analysées, et ce qui correspond à un volume de recherche total de plus de 2,4 millions. L'idée, en fait, c'est que derrière, si on rentre un peu, on a l'environnement concurrentiel. Donc là, on part de visibilité sur cet univers-là. On voit bien qu'on a des comparateurs qui surperforment, puisque c'est leur fonds de commerce, hein, tout simplement, mais et on voit véritablement la visibilité et avec qui on doit se battre. Donc, ce que je vous disais sur les principaux clusters par intention de recherche, donc on a les volumes de recherche à l'intérieur. Et nous, en fait, ça nous permet de voir ensuite quels sont les clusters prioritaires. On voit typiquement quand il y a des requêtes liées à l'assurance, c'est l'assurance véhicule qui est le plus recherché. Donc, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Donc là, si on regarde, on va regarder les pages qui ne sont pas positionnées. Quand on dit pas positionnées, c'est-à-dire qu'ils sont au-delà de la première page. Donc là, on va avoir le mot-clé, le volume de recherche, la position de notre client actuel. Vous voyez qu'il y a même une URL qui se positionne pas du tout, en tout cas qui est au-delà des SERPs de Google. Donc là, ça nous permet en fait, nous, déjà d'effectuer un premier travail de priorisation. Et on voit par exemple sur une requête comme assurance santé, 13e position, on n'est pas loin du haut de la page 2. Il y a peut-être juste quelques petites opties à faire pour arriver en page 1. Après, il suffit de prioriser, de rentrer un petit peu dans la SERP et de voir comment ça se passe. Mais à côté, ça nous montre aussi quelles sont les pages qui se positionnent, qui réagissent déjà bien, et de voir en fait s'il faut tout simplement faire juste des petits quick wins, ou est-ce que c'est beaucoup plus concurrentiel et on va partir sur une vraie création de contenu, ou est-ce qu'il faut carrément recréer une page ou ce genre de choses. Et justement, ça nous permet d'arriver à cette partie qui est quel type de contenu créer en fait? Comment on détermine le contenu qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire un article de blog, une infographie, une vidéo? Est-ce que ça doit être plus ou moins long, etc., etc. Il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en compte et ce sont des questions qui reviennent souvent. Donc faire du contenu, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois faire véritablement comme type de contenu? Et ben en fait pour ça, on va se rendre sur la SERP et on va essayer d'identifier l'intention de recherche. L'intention de recherche, c'est tout simplement la raison pour laquelle les internautes effectuent une recherche et c'est ce que Google essaie de détecter au mieux. C'est-à-dire que si je tape climatiseur dans Google, Google essaie d'interpréter ce que veulent les internautes derrière. Est-ce qu'ils veulent des infos sur les climatiseurs? Est-ce qu'ils veulent du produit parce que en fait l'intention derrière c'est de l'achat? Est-ce qu'ils veulent des comparateurs, etc., etc. Donc là sur climatiseur, typiquement en fait on va décomposer la SERP et regarder ce qui ressort. Et là on voit typiquement que le top 3 c'est des revendeurs. On n'a que choisir qui arrive en 4e avec un guide d'achat. Mais finalement, si vous regardez ça, et pour info, le reste de la SERP continue avec principalement des revendeurs, on dit que si vous voulez viser le climatiseur, bon déjà, vous allez vous battre avec deux acteurs assez importants, à savoir Darty et Boulanger.
Et surtout que si vous ne proposez pas de climatiseur à la vente, ça va être très compliqué de se positionner sur cette requête large. Éventuellement, vous pourrez aller vous battre avec Que Choisir pour obtenir une position 4 et faire un super guide d'achat. Mais là, c'est pareil, vous allez avoir énormément de concurrence. Donc, à vous poser, est-ce que vous êtes légitime pour aller là-dessus? Et surtout, derrière, quand on voit ça, c'est ce qu'on se dit, ce que Google attend, c'est une page avec des produits. Et dans ce cas-là, on arrive sur de l'optimisation de contenu, à savoir bien renseigner sa page, avoir des descriptions utiles, etc., etc. Si pour une autre requête, typiquement, j'avais un carrousel de vidéos qui apparaissait en haut de la SERP, on pourrait se dire que ce mot-clé déclenche tout simplement de l'affichage vidéo. Donc, ça peut être intéressant de créer une vidéo et d'optimiser son référencement sur YouTube à ce moment-là, etc., etc. C'est comme ça que vous allez déterminer votre contenu. Et si vous voyez que c'est du contenu pur édito, donc des dossiers, des articles de blog, là, on va rentrer, on va regarder si ce sont des dossiers longs, est-ce que c'est court, de quoi ça parle, comment on peut se différencier pour apporter quelque chose en plus qui n'a pas été traité avant. Et c'est ainsi en fait qu'on va déterminer le type de contenu à produire. Et je sais que Emma va y revenir un peu plus tard après dans sa présentation, notamment sur les formats qui fonctionnent. Et pour finir sur cette partie contenu, si on met en pratique tout ce qui est exploitation de data, etc., on a notre cas concret sur le voyage, donc en fait qui est lié à Club Med. Quand on a fait toutes nos études, etc., on s'est rendu compte que pour gagner plus de visibilité pour Club Med, il fallait créer plus de contenu. Combien comme ça, on a l'impression qu'on peut pas trop le savoir. Mais oui, coucou Pierre. Mais quand on a croisé tout ça, on s'est dit, ben voilà, en fait, sur le déficit de visibilité à créer, il va nous falloir 1500 contenus. Ces 1500 contenus, de quoi est-ce qu'ils doivent parler? On s'en est remis en fait à l'exploitation de la data tirée de Cluster Insight. Donc, on avait des informations sur les destinations, les activités des destinations, les infos sur les activités, évidemment, des pages un peu plus inspirationnelles, des itinéraires, etc., etc. À partir de là, on a établi notre liste de mots-clés. Donc, on va revenir en fait un peu sur ce qui a été dit avant, mais on a extrait des listes de destinations depuis les sites de Club Med. On les a croisés avec des termes d'activité pour ensuite voir les volumes de recherche mensuels et voir ce qui est intéressant ou non. À partir de là, on va élargir les résultats, notamment sur la synonymie, pour avoir un taux de sémantisation et une pertinence thématique un peu plus importante. On complète éventuellement si besoin, et puis à la fin, on arrive toujours sur cette base de catégorisation qui est donc essentielle à la réussite des projets en études sémantiques. Les résultats, quels sont-ils? Tout simplement, on le voit, hein, on a une hausse du nombre de mots-clés couverts, et notamment, ce qui est intéressant, un recul de mots-clés qui est en position 20 et 50, mais une hausse du nombre en première et deuxième page. Donc, c'est une stratégie en fait qui fonctionne. Ça veut dire que nous, notre rétro-engineering de notre côté, il a fonctionné parce qu'on a bien identifié que il y avait un déficit de contenu et on a su répondre en fait au contenu qui était attendu. Ça se montre après avec l'apparition de nouveaux mots-clés, hein, tout simplement, sur des que faire visite, meilleure saison, les activités, tout ce qui peut être lié en fait aux différentes catégories qu'on a pu analyser sur les étapes précédentes. Et c'est parfait puisque on a vu qu'il fallait beaucoup de contenu à ce moment-là pour le créer. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer la parole à Emma, qui va vous expliquer, elle, plus en détail, la production et la vision du contenu qu'ils ont aujourd'hui chez You Love Words, avec notamment les pages piliers et les topic clusters. Merci Julien. Effectivement, ensemble, on va voir du coup comment les pages piliers et les topic clusters sont devenus les incontournables en SEO et content en 2020. Julien, en introduction, nous l'a rappelé, faire du contenu aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi important. Surtout quand on regarde ce chiffre, 5,6 milliards, c'est le nombre de recherches par jour que Google continue de représenter. Donc, créer du contenu pour répondre à ces requêtes, c'est hyper déterminant pour être visible vis-à-vis de vos cibles, de vos prospects, de votre audience. Pour autant, quand il s'agit de créer des contenus, on se rend compte qu'une bonne partie d'entre nous, responsables marketing, content manager, on continue en fait à utiliser la même stratégie depuis des années, à savoir publions un maximum de contenu court en ciblant un mot-clé par page. En fait,
cette méthode, elle commence à montrer ses limites. Déjà parce qu'en tant qu'utilisateur, nous-mêmes en tant qu'utilisateurs du web, on ne recherche plus l'information de la même façon. Sans s'en rendre compte, en fait, on ne recherche plus l'information en tapant simplement un mot-clé. On va utiliser de plus en plus des requêtes qui sont complètes, des requêtes qui sont conversationnelles. On va faire des phrases, des questions, on va mettre des verbes d'action. Et Google, comme l'a présenté Julien, avec ses évolutions, il tend à devenir de plus en plus un moteur de réponse plutôt qu'un moteur de recherche. Donc, d'un côté, on a les utilisateurs, les internautes qui cherchent l'information différemment, et Google qui évolue aussi, mais nous, en tant que créateurs de contenu, on continue à publier des contenus qui vont cibler un mot-clé spécifique. Cette stratégie, elle peut plus fonctionner aujourd'hui face à ces évolutions, et on doit donc, en termes de création de contenu, avoir un changement d'approche et travailler de nouveaux formats et des nouvelles façons d'organiser les contenus, qui sont donc les pages piliers et les topic clusters. C'est le sujet de ma présentation. Donc, on va revenir dans un premier temps sur des petites définitions. Donc, déjà, définir ce qu'est une page pilier, définir ce qu'est un topic cluster pour aller plus loin. Ensuite, on verra pourquoi la stratégie du topic cluster est pertinente. On parlait d'évolution des recherches. Là, je vais vous donner un peu plus de data là-dessus. Est-ce que votre sujet mérite une page pilier et un topic cluster? Quand on parle de sujet, c'est est-ce que votre marché, votre environnement métier mérite que vous vous lanciez dans cette stratégie de contenu? On va avoir deux grandes approches de topic cluster, donc de grandes approches pour organiser votre contenu sur votre site en respectant la logique du topic cluster. Et puis, on ira un peu plus en détail avec les éléments incontournables pour un topic cluster performant. Et là, on parlera rédaction, maillage, UX, etc., avec des conseils un peu concrets pour vous lancer dans la création de ces contenus. Et on verra également des exemples de pages piliers qu'on vous recommande. Alors, si je commence avec donc les définitions avant d'aller plus loin. Donc, la première définition, c'est évidemment la définition de la page pilier. Donc, en fait, une page pilier, c'est avant tout un contenu long. Un contenu qui fait entre 1800 et 2000 mots minimum, mais vous pouvez avoir des pages piliers qui vont jusqu'à plus de 10 000 mots. C'est un contenu long parce que ça va vous permettre, une page pilier, ça permet au lecteur d'avoir une compréhension globale d'une thématique, une vision générale autour d'une thématique, d'un sujet. Au-delà de sa longueur, la particularité d'une page pilier, c'est qu'elle est au centre en fait d'un ensemble de pages, d'autres articles qui vont traiter de sujets complémentaires, mais qui font toujours partie de la même thématique traitée par la page pilier. Vous allez comprendre ensuite avec la notion de topic cluster et les exemples qu'on va vous donner. La page pilier, en fait, donc c'est vraiment la colonne centrale, d'où son nom, la page pilier, qui permet d'organiser tout le contenu relatif à une même thématique. Et donc, le topic cluster, en fait, le topic cluster, ça va être cette nouvelle façon d'organiser votre contenu avec la page pilier centrale qui va donner encore, je le répète, une vue générale de la thématique, ainsi que des articles clusters qu'on appelle aussi des articles satellites. Et l'ensemble page pilier plus articles satellites forme ce qu'on appelle le topic cluster. Avec le topic cluster, en fait, vous allez améliorer l'architecture de votre site, mais vous allez surtout permettre à Google et à vos lecteurs d'aller chercher plus facilement des contenus similaires sur votre site ou sur votre blog. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, donc voilà, ça c'est avant la méthode des topic clusters. Donc c'est un blog ou un site qui est assez désorganisé parce qu'en fait vous allez traiter des sujets de façon individuelle. Donc, vous allez continuer à adopter cette stratégie de un contenu par mot-clé. Et ce ne sont pas forcément des mots-clés qui se relient par la notion de thématique. Donc par exemple, si on prend l'exemple d'un assureur, vous êtes un assureur, vous couvrez tout un tas de produits d'assurance, donc vous allez créer des pages, des articles sur des sujets comme l'assurance auto, l'assurance moto, l'assurance vie, l'assurance habitation. Voilà, donc ça, ce sont vos pages de contenu, mais qui n'ont pas de lien entre elles parce qu'elles ne traitent pas de sujets issus de la même thématique. Donc vous avez un blog qui est entre guillemets désorganisé. Donc ça, c'était avant la méthode topic cluster. Et quand on passe sur une méthode topic cluster, justement, vous allez pouvoir organiser votre contenu grâce à un dénominateur commun qui est la thématique. Et donc, si on reprend l'exemple excusez-moi, de notre assureur, il va avoir
un topic cluster par thématique. Donc, avec au centre les ronds les plus importants, la page pilier. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Donc, la page pilier et autour... Ah, j'ai plus de voix. Pardon. On va laisser Emma reprendre son souffle 30 secondes. Désolé. Oui, Emma va très bien. Non, vous avez bien, juste des coupures de voix. Non, il n'y a pas de souci, je bois un peu d'eau. C'est bon. Donc, la page pilier, qui va, par exemple, être une page sur l'assurance auto. Et autour de cette page pilier, vous allez avoir des contenus sur l'assurance jeune conducteur ou comment faire un devis pour une assurance auto, la notion de bonus-malus. Voilà, donc des contenus complémentaires qui traitent de cette même thématique de l'assurance auto. Oui, tout va bien, merci. Désolée. Alors attends, du coup, j'en profite parce que du coup, tout à l'heure, ce que je faisais référence quand on parlait des principales catégories, c'est que sur ce schéma, ce qui est intéressant avec cette organisation-là, c'est qu'en fait, on peut y penser dès l'étude sémantique. Tout à l'heure, on regardait avec les mots-clés comment les classer en top catégories. Et en fait, il s'agit en fait d'une logique d'arborescence. Avec l'étude sémantique, on aura normalement les clés pour guider cette arborescence par catégorie. On pourra du coup le combiner au topic cluster, hein, c'est ça. Hein. Une manière de créer aussi plus intelligemment le maillage interne aussi, plus performant. Complètement. Pour déterminer ces topic clusters, on s'appuie évidemment sur la catégorisation de l'audit sémantique au préalable, d'où l'importance de l'audit sémantique pour pouvoir ensuite driver la production de contenu. Et voilà, bien sûr, chaque article cluster satellite est maillé à la page pilier et la page pilier maille également vers les articles satellites. Donc la notion de maillage est également très, très importante. Alors, pourquoi est-ce qu'une stratégie de topic cluster est pertinente? Donc, on le disait en introduction, notre manière de rechercher l'information, elle évolue. Quelques chiffres, donc 20% des recherches sont aujourd'hui effectuées sur mobile et sont faites via une requête vocale. 8% des recherches sont des phrases ou des questions et plus simplement une suite de mots-clés. 55% des recherches comportent plus de 3 mots, donc la stratégie de longue traîne, elle est plus que jamais d'actualité. Et enfin, en moyenne, une page présente en première page de Google, elle est positionnée sur 1000 mots-clés différents. La médiane étant de 400 mots-clés. Par exemple, chez You Love Words, notre page qui performe le mieux aujourd'hui, qui est la mieux rankée, elle est présente sur, elle est positionnée sur 800 mots-clés à peu près. Donc, on voit bien que les utilisateurs, les internautes, ils reproduisent de plus en plus le schéma conversationnel dans leurs recherches. On recherche de l'information, en fait, comme on discute. Google, de son côté, passe du coup d'un fonctionnement sur des mots-clés à un fonctionnement thématique. Donc, publier une grande quantité d'articles courts, c'est-à-dire moins de 1000 mots sur des sujets qui n'ont pas de lien les uns entre les autres, ne correspond plus au fonctionnement tout simplement des moteurs de recherche. Si vous continuez à persévérer dans cette stratégie, pourquoi pas, mais vous avez dans un premier temps de grandes chances d'avoir de nombreuses répétitions et des risques de cannibalisation dans l'ensemble de vos contenus, donc c'est-à-dire des URL qui se positionnent sur les mêmes mots-clés et qui se font concurrence entre elles pour aller ranker sur les mêmes mots-clés. Donc ça, c'est pas top. Ensuite, ce type de contenu est rarement récompensé dans les rankings. Comme l'a dit Julien tout à l'heure, on voit quand on regarde aussi dans la SERP, dans les intentions de recherche, les typologies de contenus qui performent. Souvent, on est sur des contenus longs, entre 1800, plus de 1800 mots aujourd'hui. Et puis, enfin, il est assez rare que des contenus aussi courts répondent réellement aux besoins du lecteur. Donc, si votre contenu ne répond pas à toutes ces questions, ben, tout simplement, votre lecteur il va être frustré et il va chercher sa réponse ailleurs. Donc, la stratégie de topic cluster, elle va vous permettre d'aller plus loin, c'est-à-dire de construire une vraie bibliothèque de contenus de qualité liés les uns aux autres.
Dans un premier temps, vous allez maximiser les chances de rétention sur votre site, puisque vous allez vous assurer que si l'internaute n'a pas la réponse à sa question dans votre page pilier, il va pouvoir, grâce au maillage, aller chercher la réponse dans d'autres articles de votre site, puisque vous allez couvrir l'ensemble de la thématique. Et puis, vous donnez également à Google des signaux d'expertise, de légitimité sur cette thématique, parce que vous la traitez vraiment vous la traitez en profondeur. La stratégie Topic Cluster avec le maillage, elle vous permet aussi d'aller chercher des positions sur des requêtes plus concurrentielles parce que vous allez bénéficier entre la page pilier et les articles cluster du poids SEO de l'ensemble de ces pages pour vous remonter dans les rankings. Alors, est-ce que votre sujet mérite une page pilier ou un topic cluster? La première chose à se dire, c'est que cette méthodologie de création de contenu, elle vous permet d'aller organiser votre site, organiser votre blog, organiser l'accessibilité à l'information de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple et fluide pour l'utilisateur. Vous allez améliorer le parcours de l'internaute au sein de votre site en créant comme ça des thématiques, des topic clusters qui vont organiser les contenus sur votre site. Donc, c'est déjà une bonne façon de faire plaisir à vos visiteurs, de se lancer dans le topic cluster. Et puis ensuite, si vous avez encore des doutes, on a fait un... Oui. Pardon, je me permets de te couper parce que j'ai vu une question et je sais que c'est une question qui revient très souvent sur le contenu. C'est une question de Gary qui nous dit donc le temps d'attention sur Internet est très limité, donc moins de 10 secondes. Est-ce qu'une page pilier de 1800 à 3000 mots a-t-elle vraiment un intérêt si le temps de lecture est plus long que le temps d'attention? C'est une bonne question et c'est une question qui revient hyper souvent, c'est vrai. Tout à l'heure, je vais vous donner des conseils pour justement favoriser la rétention sur votre page pilier. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, les lecteurs veulent un contenu qui est lisable en 8 secondes. Vous avez plusieurs façon de créer du contenu. Il y a ce qu'on appelle le snack content aussi, qu'on fait beaucoup sur les réseaux sociaux, qui là permettent d'accrocher l'attention du lecteur avec des messages clés en quelques secondes. Sur des contenus rédactionnels, on n'est pas forcément dans la même stratégie, on n'est pas forcément dans le même contexte de lecture, la même façon de consommer le contenu. Ça dépend, voilà, comme le dit Charles, de la thématique et du besoin. Et puis quand même, il y a des façons de créer le contenu, de mettre en forme ce contenu qui vont permettre de favoriser la rétention et de faire en sorte que votre lecteur il aille jusqu'au bout de votre page pilier, ou en tout cas qu'il passe plus de 8 secondes sur votre page. Donc on reviendra après justement dans les éléments incontournables. Je vais vous donner quelques tips pour justement favoriser le temps de lecture sur des contenus longs. Mais du coup, première chose avant de passer à la création de ces pages piliers, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une page pilier, même si c'est quand même cool. La première question sur laquelle vous devez vous poser, c'est est-ce que le topic, donc la thématique sur laquelle vous souhaitez vous positionner, a suffisamment de recherche mensuelle. Travailler une page pilier de 1800 à 2000 mots plus des articles satellites, c'est quand même, en termes de création de contenu, ça demande pas mal d'efforts. Donc, avant de se lancer là-dedans, demandez-vous si c'est pertinent, donc au vu des volumes de recherche. Alors après, je vais pas vous donner un volume pertinent ou non, ça va vraiment dépendre de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de trafic sur votre site et l'objectif que vous êtes visé. Peut-être qu'une requête, peut-être qu'un ensemble de mots-clés qui forment un volume de requête de 1000 mots, ça vous suffit aujourd'hui, de 1000 recherches mensuelles, pardon, ça vous suffit aujourd'hui. En tout cas, voilà, posez-vous la question, est-ce que le volume est intéressant pour moi? Est-ce que ça vaut le coup de me lancer là-dedans? Ensuite, si c'est oui, si on se lance, posez-vous la deuxième question qui est, est-ce que vous avez déjà produit du contenu sur ce topic? Peut-être que parmi tous les contenus que vous avez déjà produits, vous allez avoir quelques contenus qui peuvent être regroupés au sein d'une même thématique. Cependant, ces contenus aujourd'hui, ils sont pas maillés entre eux, ils sont pas organisés. Donc l'idée, c'est déjà de voir si ces contenus ils sont bien rédigés, s'ils sont assez longs, s'ils répondent à tous les sujets, toutes les questions que se posent aux utilisateurs. Vous pouvez donc les optimiser et puis ensuite, vous pouvez les organiser entre eux, travailler le maillage pour que vous ayez votre topic cluster à partir de contenus existants. Et puis, enfin, la dernière question à se poser,
elle est hyper importante, c'est au-delà de la pertinence SEO, au-delà du volume de recherche. Est-ce que cette thématique, et c'est presque la première question à se poser, est-ce que cette thématique, elle est stratégique pour vous? C'est-à-dire, est-ce qu'elle fait sens par rapport à votre business? Est-ce qu'elle fait sens par rapport à votre marque, à l'image de marque que vous avez? Et donc, voilà, si ça fait pas sens, ne vous lancez pas dans la création de contenu qui n'est pas prioritaire pour vous. Si vous n'avez pas derrière d'objectif business à aller parler de cette thématique, ne vous lancez pas là-dedans, ça ne sert à rien. Donc voilà un peu les 3 questions à se poser avant de passer dans une stratégie de page pilier topic cluster. Emma, juste avant que pardon, je me permets de te recouper parce que Vas-y. je prends les questions en même temps et je pense que c'est une approche qui peut être intéressante pour tout le monde avant que tu abordes les grandes approches, enfin les grandes familles de topic cluster. C'est une question de Charlotte qui est liée à l'UX et je pense que c'est intéressant, mais c'est vraiment lié, je pense au travail de You Love Words et de savoir si vous vérifiez la pertinence des contenus et leur mise en forme avec de vrais utilisateurs. Donc à savoir est-ce que vous faites des véritables tests qualitatifs réels, quoi. Alors, on ne fait pas ça encore. Ce serait intéressant de voir si nos clients le mettent en place de leur côté avec des équipes UX. Nous, on sait qu'on a des bonnes pratiques qu'on met en place. On travaille avec des UX designers toujours quand on travaille sur des pages piliers. Ça, c'est quelque chose aussi que je présenterai tout à l'heure, mais on a toujours une étape de maquettage, de wireframe avant de se lancer dans la conception d'une page pilier. Et puis après, on peut utiliser aussi des outils pour voir un peu les temps d'attention sur la page, les temps de regard, enfin là où les clics sur la page à certains endroits pour voir où ça performe le mieux. On fait pas encore de tests réels avec des utilisateurs réels, mais c'est hyper pertinent, je trouve, et pourquoi pas, oui, le mettre en place. En tout cas, on travaille dans tous les cas avec des UX designers sur le design des pages piliers en amont. Alors, du coup, je vais passer aux grandes approches du topic cluster. Donc, on l'a vu, le topic cluster, pour rappel, c'est une façon d'organiser votre contenu sur votre site. Donc, on a la première approche qui est le cluster classique. C'est l'approche la plus répandue, entre guillemets. C'est celle aussi qu'on utilise chez You Love Words, c'est d'avoir votre page pilier, donc votre colonne centrale, et entre 5 et 20 pages, ça dépend de votre thématique, ça dépend des sujets que vous devez couvrir pour creuser les sous-sujets de cette thématique. Donc voilà, c'est le modèle le plus classique et le plus courant. Pour illustrer ce modèle, on est resté dans la thématique de l'assurance et je vous ai mis un exemple de ce que fait le Lynx parce que c'était plutôt intéressant. Donc avec une page pilier, j'en parlais tout à l'heure autour de l'assurance auto, comparer les assurances auto économisées. Donc là, la page est assez longue, j'ai pas compté le nombre de mots, mais j'ai l'impression qu'on est entre 2005 et 3000 mots. Vous avez un sommaire au début de la page, donc ça c'est un petit tip UX aussi, je vais en parler tout à l'heure, mais d'avoir un sommaire cliquable qui vous permet d'aller directement sur la partie qui vous concerne ou enfin pour avoir la réponse que vous cherchez en particulier et ne pas donc scroller à l'infini pendant des heures et des heures. Et puis cette page, elle est intéressante parce que voilà, au-delà elle est assez bien construite, elle est bien aérée, les paragraphes sont clairs, sont courts, sont concis, et puis on a du coup toute une partie qui est dédiée au maillage entre les pages cluster, les pages satellites. Donc ce maillage, il peut se faire à l'intérieur de votre texte, bien sûr, en hypertexte, mais vous pouvez aussi créer des encarts spécifiques pour aller plus loin. Donc là, on le voit avec les devis d'assurance auto, les assurances jeunes conducteurs, etc. Et puis, ils ont même maillé vers des landing pages spécifiques pour choisir une assurance en fonction de sa voiture, son véhicule. Donc là, ça va encore plus loin dans la notion d'article cluster, puisqu'on est sur des landing pages spécifiques aux marques. Le cluster bibliothèque, c'est la deuxième façon d'organiser ses contenus sur son site quand on est dans une stratégie de topic cluster. Donc là, ça nécessite en fait d'avoir beaucoup de contenu, puisque le cluster bibliothèque, en fait, il va vous permettre de rassembler tous vos topic clusters et d'avoir une organisation de votre contenu par thématique. Comme vous le voyez sur cet exemple, donc on a, en fait, ça, il faut considérer que c'est
la grosse page pilier qui rassemble tous les topic clusters, mais à l'intérieur en fait de cette page pilier, vous avez d'autres topic clusters, donc les ressources Excel. Donc vous cliquez dessus, vous avez une page pilier qui ensuite ramène vers d'autres sujets satellites, etc. Donc là, c'est vraiment la bibliothèque. Ça vous permet d'avoir une organisation claire par thématique et de rassembler tous vos topic clusters sur une même page. Voilà un autre exemple qu'on a mis là. Et donc on y vient. Donc les éléments incontournables d'un topic cluster performant. Donc c'était plutôt là-dessus que porter les questions depuis le début de la présentation. La première, les premiers conseils qu'on peut vous donner, c'est dans la rédaction de votre page pilier, puisque votre page pilier, on le rappelle, donc ça va être la colonne centrale de votre topic cluster. La première chose à faire, et de toute façon c'est valable dans toute création de contenu rédactionnel, mais même au-delà, hein, quand vous faites des infographies, des vidéos, peu importe, la première chose à faire, c'est de construire un plan détaillé, de faire un brief détaillé de votre page pilier. Pour faire ce plan détaillé, il faut que vous ayez déjà en tête l'ensemble des articles clusters qui vont former votre topic cluster. Ça va vous permettre du coup de structurer votre page pilier en pensant que chaque sous-partie, chaque sous-titre de votre page pilier, chaque H2 si vous voulez, soit lié potentiellement à un autre article pour permettre à l'internaute du coup d'aller creuser et d'aller plus loin en allant voir l'article qui est dédié à ce sous-sujet. Donc cartographiez en fait l'ensemble de vos articles cluster, mettez ça à plat, puis faites un plan détaillé de votre page pilier avant de vous lancer dans la rédaction. On le rappelle, donc la page pilier, un contenu long qui aborde donc tous les sujets de votre topic cluster, en proposant une vue d'ensemble, c'est-à-dire n'allez pas non plus trop dans le détail d'un sous-sujet parce que dites-vous que vous allez avoir un article qui va être dédié à ce sous-sujet. Donc ça donne vraiment une vue généraliste de la thématique, une vue d'ensemble sur cette page pilier. Donc un mot-clé lié à chaque thématique spécifique dans vos sous-titres, ça j'ai déjà dit, et puis pensez UX Writing. Donc l'UX Writing, c'est vraiment la façon dont vous allez rédiger le contenu. On voit encore des pages de contenu, des gros blocs de texte qui sont en fait illisibles. Pensez à aérer vos paragraphes, pensez à mettre du gras, pensez à faire des bullet points, des encarts récap, tout ce que vous allez pouvoir faire pour améliorer le confort de lecture. Et c'est comme ça que vous allez permettre au lecteur de rester sur votre page et d'augmenter le temps de lecture sur votre page pilier, même si elle est longue. C'est vrai. Julien, tu as une question? Non, j'ai pas une question, mais cette dernière partie, en fait, c'est pour rebondir sur ce que disait Alexandre Messuet dans le chat, en rappelant que en fait les internautes ne lisent pas de manière linéaire et globalement, c'est vrai, on a tendance à consulter le contenu sur le web d'une autre manière que si on lisait un bouquin ou autre. C'est d'autant plus important en fait d'avoir cette mise en forme, cette aération et la mise en gras, et notamment les bullet points. L'idée, c'est d'attirer de toute façon l'œil de l'internaute et faire en sorte qu'il reste derrière sur votre contenu. Tout passe à ce moment-là par justement cette mise en forme et cette UX writing. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à garder un internaute sur sa page, hein, tout simplement. Complètement. Oui, effectivement. Et puis Charles dit on peut aussi agrémenter de vidéos visuelles. Oui, tout à fait. J'en parle plus tard. Et je vous donnerai des exemples qui le montrent bien. Mais oui, en fait, on scanne aujourd'hui une page web. Donc, on a besoin d'avoir des accroches visuelles et travailler la forme de votre rédaction au-delà d'intégrer des visuels. Mais rien que la rédaction, c'est important pour permettre au lecteur d'aller jusqu'au bout de votre page. Maillage interne, donc ça j'en ai parlé, mais c'est vraiment un sujet un point hyper important quand vous travaillez une page pilier, un topic cluster, parce qu'on l'a dit, donc la page pilier elle doit linker vers toutes ses sous-pages et que celles-ci doivent linker vers elle, mais aussi entre elles autant que possible et de façon naturelle, d'où l'importance de cartographier au préalable l'ensemble de vos contenus par thématique, afin de déterminer en amont les encres les plus pertinentes. Donc voilà, le maillage, c'est essentiel dans une stratégie de pillar page et topic cluster. Donc des contenus de qualité. Bon, ça peut paraître évident, mais
mais Julien l'abordait tout à l'heure quand on regardait les intentions de recherche. On peut se poser la question, et c'est des questions qu'on nous pose aussi, comment faire la différence sur un sujet que tout le monde traite, sur un sujet qui est traité, je sais pas, moi je sais que je travaille beaucoup dans la santé et on a des groupes comptes qui trustent les premières positions et on se dit comment est-ce qu'on va faire le point entre guillemets et comment est-ce qu'on peut se différencier d'un sujet qui est déjà traité mille et une fois sur le web. En fait, une façon de sortir du lot, de vous faire remarquer, c'est de travailler les angles, de travailler votre tonalité. Certes, vous allez traiter un sujet qui est traité par d'autres acteurs, mais vous pouvez le traiter différemment. C'est pas parce que vous répondez à une requête SEO que vous ne pouvez pas apporter un angle différent, avoir une tonalité qui se démarque des autres concurrents. En fait, il faut vraiment que votre contenu il reflète aussi votre personnalité de marque. Vous devez aussi, du coup, répondre à des intentions de recherche bien précises. Et en termes de qualité de contenu, quand on pense qualité, on pense aussi à l'expertise. Et ça, c'est hyper important, notamment pour des entreprises qu'on appelle des entreprises Your Money, Your Life, comme des entreprises qui sont dans le domaine de la santé, de la banque, du juridique également, qui en fait, là, si vous êtes dans ces secteurs, c'est que le contenu que vous allez proposer à un lecteur va avoir un impact sur sa vie, donc sur sa santé, sur ses placements financiers, etc. Donc Google va faire attention à ce que votre contenu soit d'une expertise redoutable et donc pour ça, faites toujours attention à vous appuyer sur des sources qui soient sûres et qui émanent d'organismes référents sur vos sujets. Vous pouvez aussi faire intervenir des experts, les citer, etc. Donc tout ça, ce sont des signaux de qualité et d'expertise que vous devez mettre en avant dans vos pages, surtout si vous êtes sur des secteurs Your Money, Your Life. Et puis enfin, design et UX, on en a parlé du coup avec vos questions, mais effectivement, c'est primordial quand on travaille des contenus longs et quand on travaille notamment des pages piliers qui peuvent parfois, comme je le disais tout à l'heure, faire plus de 10 000 mots. Mais voilà, l'utilisateur, il doit savoir où il en est, il doit pouvoir naviguer facilement entre les différentes parties. Donc, pensez à des sommaires cliquables au début qui sont sticky au scroll, c'est-à-dire qui sont permanents quand on scrolle pour pouvoir passer d'une partie à une autre, des barres de progression, hiérarchisez bien votre contenu avec des titres et des sous-titres qui soient clairs. Le contenu doit vraiment être valorisé par le design. Donc, vous avez des call to action qui peuvent être vraiment bien designés aussi, des petites bannières pour mettre en avant, je sais pas, un verbatim, un simulateur, si vous êtes dans l'assurance. Vous pouvez aussi tout à fait illustrer votre page, travailler de l'iconographie. Donc, tous ces éléments-là, en UX, ils sont hyper importants pour pour vous faciliter le confort de lecture et pour vous maximiser le temps passé sur votre page. Donc, pour illustrer ce que je viens de dire en termes de conseils, on a sélectionné quelques exemples qu'on trouve top. Et Julien va vous partager les liens dans le chat pour que vous puissiez aller voir, parce qu'on n'a fait que des captures d'écran. Le premier exemple, c'est l'exemple de Typeform. Donc, ils ont créé une page pilier sur la brain awareness. Ce qu'on aime bien, c'est donc là, vous le voyez, le petit sommaire sur le côté qui reste au scroll. Et puis, si vous allez naviguer sur la page, vous verrez que c'est une page qui est hyper épurée, elle est minimaliste, mais elle est hyper agréable à lire. On n'a pas trop envie de partir. Les textes sont vraiment aérés. On a des encarts de couleurs qui permettent de différencier les différentes parties. Donc, c'est un bon exemple du X, justement, d'une page pilier qui est très longue, mais qui perd pas en intérêt grâce au design. Le deuxième exemple, c'est HubSpot. Donc, HubSpot, c'est un peu les rois du content marketing. Mais bon, en même temps, ils le méritent. Là, ils ont fait une page pilier sur les chatbots. Ils ont créé vraiment une expérience, en fait, de lecture grâce au design et grâce aussi à la tonalité qu'ils apportent avec le texte, donc Battle of the Bots. Et donc, quand vous cliquez sur cette page, vous entrez vraiment dans le monde des robots. Donc, vous avez des illustrations qui apparaissent au scroll, qui vous plongent un peu dans un univers assez immersif. C'est plutôt bien fait. En tout cas, pareil, encore une fois, c'est captivant du coup et notre temps d'attention, il est beaucoup plus long que 8 secondes sur cette page pilier. Enfin, un autre exemple un peu plus terre à terre, entre guillemets, mais qui est aussi intéressant. Souvent, les pages piliers, elles sont
construites au niveau des angles sur des guides pour vous allez voilà, la page pilier, ça peut être vraiment un guide complet sur là dans ce cas-là c'est on est dans notre sujet donc B2B Tech Inbound Marketing avec toujours le sommaire. Là, ce qu'ils ont fait, ce qu'on trouvait intéressant, c'est qu'ils avaient à chaque fin de paragraphe des petits further readings pour aller plus loin du coup dans la lecture avec des liens vers leurs articles cluster, leurs articles satellites. Et puis, on ne pouvait pas s'empêcher de partager notre page pilier, donc tout savoir sur le content marketing, si vous voulez aller voir, sur le site de You Love Words. Et c'est tout pour moi. Hop. Super, merci, merci Emma. Alors, avez-vous des exemples dans le secteur touristique par hasard sur des pages piliers? Emma, je ne sais pas si vous avez ça sous la main. Nous, il y a une autre manière aussi de de l'organiser. L'idée, c'est en fait à la base, les slides que je vais vous partager là sont des slides que nous on avait réalisés en interne par Jean-Baptiste. Mais on trouvait intéressant en fait de vous les partager ici à ce niveau-là. Donc le dossier éditorial, en fait, on est quasiment sur la même approche, mais on va avoir peut-être plus une notion de portail. Donc on retrouve toujours l'agencement intelligent du contenu qui est organisé de façon claire et avec un maillage interne performant, mais on va y faire rentrer notamment une notion qui pour nous est essentielle, à savoir d'éviter d'avoir recours à la pagination. Pourquoi d'éviter d'avoir recours à la pagination? Tout simplement parce que quand vous faites de la pagination, vous rajoutez des niveaux de profondeur et vous avez moins de chances que les contenus qui sont plus profonds soient explorés, crawlés par les moteurs. Donc du coup, il y a un impact sur votre référencement. C'est toute l'idée en fait du portail. Donc comment l'agencer? On a cette idée de portail éditorial qui permet de traiter une grande catégorie importante d'un secteur avec qui va regrouper plusieurs thèmes et ensuite à l'intérieur des articles. Donc on revient sur ce que disait Emma avec du maillage performant et renvoyant sur des pages stratégiques pour convertir plus par exemple et en même temps transmettre du PR, donc du PageRank interne entre les pages. Très rapidement, exemple de dossiers éditoriaux performants, on a les Furets qui fait ça très très bien. Là, on est par exemple sur tous les guides qui sont liés au prix immobilier. On va retrouver le thème 1, le thème 2, les articles qui se rapportent à chacun de ces thèmes-là. Et enfin, quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'article type avec le fil d'Ariane pour avoir toujours ce maillage intelligent, le sommaire qui est ultra important et en même temps toujours du maillage entre articles du même thème et évidemment du maillage à l'intérieur de l'article. L'idée, c'est d'avoir toujours cette présentation qui permet de naviguer facilement au sein des articles et des différents dossiers. Et en fait, pour nous, le portail édito idéal, c'est d'avoir le dossier édito idéal, c'est d'avoir ce portail des Furets avec le mix de cet article, un exemple donc qui vient de Legal Place, sachant que l'idée principale, c'est de ne pas recourir à la pagination pour éviter d'augmenter les niveaux de profondeur, d'être facilement maillable pour si on doit rajouter du contenu dans différentes thématiques, d'être regroupé évidemment par thème, de pouvoir ajouter de nouveaux thèmes en cas d'élargissement et dans une faible profondeur pour que ce soit le plus facilement accessible. Et ce qui nous amène tout simplement à la fin de cette présentation. Et on a répondu à pas mal de questions en cours de webinar, mais est-ce que vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit? Alors, je vois qu'on a une question de Charlotte sur la pagination. Il y a des pages de niveau inférieur où pour y accéder, alors il y a plein de choses. Où pour y accéder, il faut cliquer. En fait, ça, en général, de toute façon, quand il y a une pagination, il faut cliquer pour y accéder. Et puis, quoi qu'il arrive, vu que vous rajoutez du clic, vous pouvez augmenter en fait votre niveau de profondeur. Merci pour ces précieux conseils. Lorsqu'on a des dizaines plein de choses à la fois. Merci lorsqu'on a des dizaines qui manquent de contenu. Comment prioriser
ce travail de keyword compétition recherche, faut-il commencer par les pages positionnant sur quelques mots, mais en page 3-4. Audrey, vu que tu as pas mal parlé tout à l'heure des études sémantiques, je te propose de répondre à Valentine, donc dont la question est lorsqu'on a des dizaines de pages qui manquent de contenu, comment prioriser le travail de keywords, recherche de compétition? Est-ce qu'il faut commencer par des pages se positionnant sur quelques mots, mais qui sont actuellement en page 3 ou 4 de Google? Alors Valentine, effectivement, c'est un bon moyen de commencer. On a vu en début de présentation, que ce soit Julien ou moi, que la partie la plus importante, c'est d'identifier les objectifs. Donc du coup, s'il s'agit bien des pages les plus importantes et qu'il n'y a pas moyen de les pondérer entre elles par rapport aux priorités de la marque ou de l'entreprise, à ce moment-là, on peut faire avec le volume de recherche, voilà, pour aller identifier si ça fonctionne bien et reproduire la même chose par la suite pour les autres quêtes. En fait, on peut prioriser de cette façon-là pour commencer. Exactement, et sachant en plus, je vois que Valentine nous a fait un complément à sa question, c'est est-ce qu'il vaut mieux commencer par les pages qui ne rankent sur rien? Nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est l'arbitrage qui va être à faire sur les pages qui ne rankent pas du tout. C'est de voir en fait la compétition que vous allez avoir en face, c'est-à-dire est-ce que ça va être très compliqué d'avoir des résultats ou pas, ou est-ce que il suffit simplement d'optimiser, de rajouter un peu de contenu, et dans ce cas-là, ça peut performer. Dans ce cas-là, ça va rentrer dans l'arbitrage de la priorisation, bien entendu. On a une autre question aussi de Raphaël qui est comment s'assurer que le maillage interne est bien réalisé? Utilisez-vous des outils spécifiques? Alors nous on a des outils à nous qui nous permettent de le checker. Vous pouvez le voir après tout simplement avec un crawl. Avec un crawler, vous permettra de voir si votre maillage interne est bien fait. Des crawlers, il en existe plein. Nous, on utilise beaucoup Screaming Frog. Et avec Screaming Frog, en fait, vous allez voir comment vos pages sont maillées entre elles. Est-ce qu'elles répondent bien, surtout afin d'éviter au maximum tout ce qui peut être redirection ou erreur 404. Comment concevoir un menu de navigation dans ce cas? Qu'est-il conseillé dans cette offre? Emma, tu voulais ajouter quelque chose? Non, pas spécialement. Non, d'accord, pardon. Non. Comment concevoir un menu de navigation dans ce cas? Qu'est-il conseillé dans cette approche data-driven? Tu veux dire sur un menu, pardon Charlotte, je te tutoie, je vais plutôt vous revoyer. Charlotte, à ce moment-là, sur le menu de navigation, pour que ce soit performant, on va garder une approche qui est la plus simple, c'est de vous dire que vos pages stratégiques et essentielles sur votre business que vous pouvez identifier tout simplement avec ne serait-ce des données comme provenant de Google Analytics et de la Google Search Console. Vous allez voir quelle page vous rapporte le plus de trafic, celle dans le cadre par exemple d'un e-commerce qui vous rapporte le plus de business, éventuellement ça peut être d'autres objectifs, celle qui performe le mieux pour remplir et compléter des formulaires, etc., etc. Dans ce cas-là, en fait, vous allez trier vos pages comme ça, se positionnant sur des requêtes en général intéressantes pour vous. Et l'idée, quand vous allez concevoir votre menu de navigation, c'est que bon, le premier point, c'est qu'il soit toujours évidemment logique pour l'utilisateur, toujours se placer d'un point de vue logique. Mais si ces pages sont très importantes, il faut évidemment qu'elles soient le moins profondes possible pour être parfaitement explorées et en même temps facilement accessibles parce que vous, derrière, le ROI qui en découle est forcément important. Et je sais pas si j'ai fait si je crois que j'ai fait le tour des questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Enfin, on avait prévu 1h30, on est à 1h28 de présentation, donc on est content. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses ou d'autres précisions à apporter? Emma, tu voulais intervenir ou c'est bon pour toi? Non, c'est bon pour moi.
Du coup, je vous rappelle que la prochaine session aura lieu le 20 mai pour le prochain webinaire de Clustar. Ça sera à propos d'Angular, de React et Vue.js normalement. Comment optimiser son SEO avec un framework JavaScript. Et ce sera Mehdi qui nous présentera tout ça. Donc, on vous donne rendez-vous le 20 mai. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Je vous ai mis le lien dans le chat. N'hésitez pas. Voilà. Voilà, et Super. Nicolas vous a voilà. partagé le lien pour vous inscrire. On espère en tout cas que vous avez passé un aussi agréable moment que nous, j'ai envie de dire, puisque enfin, personnellement, et je pense que je peux parler au nom des deux autres personnes qui m'ont accompagné ce matin, ça a été un réel plaisir de vous avoir aussi nombreux et investis. Vous allez recevoir le replay très vite par mail, et ensuite il sera de toute façon disponible sur notre chaîne YouTube. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine, un bon vendredi 1er mai. Portez-vous bien, vous et vos proches, bien entendu. Et on espère vous voir aussi nombreux pour réaliser pour le prochain webinaire, donc comme l'a rappelé Audrey, qui va prendre en charge tout ce qui est SEO et questions autour de Angular et Vue.js. Merci à toutes et à tous. Merci. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.